Cette session, c'est à propos de comment créer un web component. En fait, j'avais mis initialement en moins de 30 minutes, mais entre l'introduction et les questions, on est plus dans les 20 minutes que les 30 minutes. Donc quelques petits mots à propos de moi. Donc je m'appelle Christophe Jolive, je travaille pour IBM, où je suis architecte en charge de tout ce qui est web UI au niveau des services mobiles. Donc aussi bien sur Bluemix, notre plateforme cloud, que sur les consoles de monitoring d'applications mobiles qui sont déployées chez les clients. Je m'occupe aussi de tout ce qui est contribution open source autour du front-end chez IBM, notamment autour du Dojo Toolkit et du projet Delight qu'on va utiliser dans ce Tools in Action. Donc, quel est le plan aujourd'hui? C'est une brève introduction sur les Web Components, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On va voir les outils qu'on va mettre en œuvre dans le Tools in Action, les objectifs, et puis ensuite je vais m'atteler à essayer d'utiliser tout ça pour créer un Web Component assez rapidement. Donc, qu'est-ce que c'est que les Web Components? En fait, quand on entend Web Component, on regroupe par là un certain nombre de spécifications du W3C. Il y a 4 spécifications qui sont listées là. La première, c'est la spécification sur les templates. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle introduit une nouvelle balise HTML qui s'appelle template et qui va permettre d'avoir un bout de HTML dans votre page qui n'est pas rendu à l'initialisation de la page, mais qui va pouvoir être instancié un nombre indéterminé de fois durant le cycle de vie de l'application. Donc typiquement, dans le cas d'un web component, ça va être utilisé pour définir le rendu du composant, et ensuite le template va être instancié autant de fois que le composant est utilisé dans la page. La deuxième spécification, et qui est la plus importante à mes yeux, est celle des custom elements. Donc qu'est-ce que c'est qu'un custom elements? C'est tout simplement un élément HTML nouveau que vous allez créer vous-même et qui va être disponible dans la page pour être utilisé comme un élément standard HTML. Il va pouvoir bénéficier du même cycle de vie que les éléments HTML classiques et vous pourrez l'utiliser comme un élément normal. Donc c'est vraiment la base du web component quelque part, hein, parce que si on n'a pas ça, les autres spécifications ne permettent pas à elles seules de créer un nouveau composant. La troisième spécification, c'est celle sur le Shadow DOM, ou on pourrait dire DOM caché en français, qui est en fait un élément particulier du DOM qui va vous permettre de cacher une partie de la page à l'utilisateur. Typiquement, s'il fait View Source, il ne verra pas cette partie, ou s'il observe le DOM, cette partie sera cachée dans un élément particulier. Donc c'est très utile si vous voulez cacher les détails d'implémentation de votre composant web à l'utilisateur. Il n'a pas besoin de savoir, a priori, que vous avez été mettre un peu de boutons par-ci, de titres par-là, etc. Et la dernière de ces 4 spécifications, c'est la spécification des HTML import, qui permettent en fait d'importer un bout de HTML dans un autre bout de HTML. Donc dans du HTML, on sait lier des style sheets, on sait importer du JavaScript, mais on ne sait pas, enfin on ne savait pas plus exactement importer du HTML dans du HTML. C'est ce que fait HTML import. Donc ça va être utilisé typiquement si vous avez un web component qui hérite d'un autre web component, eh bien le web component héritant va pouvoir importer le HTML qui définit la classe mère en quelque sorte. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ça veut dire ce qu'on retrouve au bas de la diapositive ici. Concrètement, ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser une balise spécifique dans votre HTML qui correspond à votre web component. Donc on peut distinguer 2 cas. On peut distinguer d'abord, c'est celui qui est en premier, le cas où vous avez fait en sorte d'hériter votre web component de la classe HTML element, qui est la classe de base des éléments DOM HTML. Et dans ce cas-là, eh bien, vous aurez votre propre balise que vous pourrez utiliser. Donc dans le cas particulier qu'on voit ici, j'ai un super calendar. Et ce super calendar va avoir des propriétés comme n'importe quel élément HTML. Donc là, on voit la propriété du mois, de l'année. Et on va pouvoir utiliser ce composant comme un autre élément HTML.
Le deuxième cas, qui est un peu plus subtil, on va dire, est si vous n'héritez pas de HTML element, mais d'un élément DOM existant. Par exemple, dans le cas présent, j'ai hérité de HTML button element. Alors dans ce cas-là, plutôt que d'avoir votre propre balise à vous, c'est la balise standard qui va être réutilisée. Donc dans ce cas, button. Alors vous allez me dire comment on repère qu'il s'agit non pas du bouton de Monsieur Tout le Monde, mais de mon bouton à moi. Eh bien à travers un attribut, l'attribut is, qui va permettre en fait de spécifier de quel bouton il s'agit. Donc l'intérêt d'hériter d'un élément existant, eh bien c'est tout simplement si votre élément que vous voulez créer correspond exactement à ce qui existe, mais que vous voulez l'enrichir typiquement. Dans ce cas-là, vous avez tout intérêt à hériter d'un élément existant. Si vous faites quelque chose de complètement nouveau qui n'existe pas en HTML, eh bien dans ce cas-là, vous avez intérêt à repartir de HTML element. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser dans cette session? Quels outils on va utiliser pour créer un web component? Donc, le premier, qui est plus une librairie qu'un outil, c'est la librairie open source Delight, et qui est en fait une librairie qui va fournir deux choses. Elle va tout d'abord fournir une implémentation des web components, ou plus exactement de deux des spécifications des web components, celle des custom elements et celle des templates. Alors, pourquoi on a besoin de ça? Ben, tout simplement parce que les web components sont encore assez jeunes et que pour peu que vous ne tourniez pas sur la dernière version sur une des dernières versions de Chrome ou de Firefox, eh bien vous n'aurez pas l'implémentation notamment des custom elements dans votre navigateur et donc bien vous ne pourrez pas les utiliser. Donc il faut utiliser une implémentation JavaScript. Donc c'est le cas de Delight qui fournit ça. Alors il y a d'autres implémentations que Delight, des custom elements. Il y en a une qui est fournie par Google, par exemple, dans le cadre de Polymer. Donc une des grosses différences que Delight a par rapport à l'implémentation notamment de Google, c'est qu'on a un support plus large des navigateurs. Donc par exemple, avec l'implémentation de Google, vous ne pourrez pas tourner sur IE 9, vous aurez beaucoup de problèmes avec IE 10, vous ne pourrez pas tourner sur Android avant 4.4, et c'est toutes sortes de choses que nous supportons. Nous avons aussi une approche un peu différente, c'est-à-dire que nous avons voulu nous concentrer sur les deux spécifications qu'on considère les plus importantes, celles des custom elements et des templates, et qu'on n'a pas mis la main, par exemple, dans le Shadow DOM ou d'autres spécifications qui sont intéressantes, mais qui aujourd'hui coûtent assez cher à implémenter en JavaScript et peuvent gréver les performances. Au-delà de cette implémentation des custom elements et des templates, Delight fournit un certain nombre de facilités pour vous faciliter la vie quand vous créez un composant web, et notamment, par exemple, des fonctions pour globaliser votre composant, etc. Bon, on va voir ça dans les exemples. Le deuxième outil qu'on va utiliser, c'est le Generator Delight Element, qui est un générateur Yeoman. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Yeoman, mais c'est un paquet NPM qui permet de créer des générateurs de code. Et donc, on a créé un petit générateur qui vous permet de générer un premier élément assez facilement en répondant à un certain nombre de questions. Et c'est là-dessus qu'on va se reposer aujourd'hui. Donc, les objectifs, c'est de créer un tel composant, de faire en sorte qu'il soit globalisé, accessible. J'avais mis un point sur l'utilisation d'Angular de l'élément aussi, mais je ne pense pas qu'on aura le temps de le couvrir, malheureusement. Donc, quels sont les prérequis? Donc, pour pouvoir utiliser le générateur, bien sûr, il faut avoir Node d'installer, puisque c'est un paquet NPM. Il faut aussi avoir Bower d'installer parce que l'élément généré est un élément front-end qui va tirer ses dépendances avec Bower. Il faut avoir Yeoman d'installer. Et enfin, il faut avoir le générateur Delight d'installer. Donc, c'est la dernière commande en bas de la diapositive. Donc, une fois que vous avez tout ça d'installé, je vous épargne l'installation qui aurait pris du temps vu le réseau, vous pouvez utiliser Yeoman pour créer votre élément. Donc, tout simplement, vous appelez la commande Yo, qui est la commande de Yeoman, et vous lui dites « crée-moi un élément avec Delight ». Donc là, il va se lancer et vous poser un certain nombre de questions. Donc, quel est le package dans lequel vous voulez mettre l'élément? Par défaut, il prend le nom du répertoire. Bon, ça me convient.
quel est le nom de l'élément. Donc ça, c'est le nom de la balise qu'on va retrouver dans le HTML quand vous utiliserez l'élément. Donc je pourrais mettre autre chose que le nom qu'il me propose par défaut, mais il y a certaines contraintes. Alors là, j'ai peut-être un peu trop grossi la fonte, mais et notamment une des contraintes, c'est que un élément, un custom element, doit absolument contenir un tiret. Donc ça, c'est une contrainte non pas de Delight, mais de la spécification. Et donc, si vous ne mettez pas un tiret dans le nom, il va refuser ce nom. Donc on va utiliser le nom par défaut qu'il nous proposait, dans lequel il y a un tiret. Ensuite, il me demande si je veux utiliser un template ou pas, parce qu'après tout, ce n'est pas obligatoire. C'est bien pratique, mais on pourrait ne pas vouloir le faire. A priori, je veux utiliser un template. Est-ce que je veux utiliser des capacités de theming? Alors ça, c'est quelque chose que fournit Delight par rapport en dessus des web components, qu'on va pas utiliser aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps, mais je vous en dis juste un petit mot. C'est une facilité qui va permettre de styler le composant différemment en fonction de la plateforme de déploiement. Par exemple, typiquement, si votre composant est destiné à être affiché à la fois sur des ordinateurs de bureau et des terminaux portables, vous pouvez vouloir le styler différemment pour diverses raisons. Et nous fournissons des facilités pour ça, qu'on ne va pas utiliser aujourd'hui. Donc je réponds non. Est-ce qu'on veut traduire des chaînes dans le composant? Est-ce qu'on veut qu'il soit disponible dans plusieurs langues? Alors on a dit qu'on voulait qu'il soit globalisé, donc je réponds oui. Est-ce qu'on veut vouloir formater des chaînes? Je réponds oui également. Est-ce qu'on veut gérer le pointeur de la souris et les touches sur un mobile de la même manière? Donc nous, on va faire quelque chose de simple, on n'en a pas besoin. Est-ce que je veux utiliser la version buildée, minifiée du package? Oui. Et alors je lance, et là ça va en fait me récupérer toutes les dépendances de mon composant. Alors à la fois les dépendances Bower, c'est ce qui va permettre au composant de tourner dans le navigateur. Donc la dépendance principale, c'est Delight, en fait, il n'y a pas beaucoup de dépendances. Et par contre, après, on a tout un tas de dépendances NPM, parce qu'en fait, on va générer pour vous des tests, un certain nombre de choses, et ces choses-là utilisent des paquets NPM qui sont installés à ce moment-là. Évidemment. Donc, une fois que c'est fait, je peux retrouver typiquement mon code qui a dû apparaître dans mon IDE et on va pouvoir regarder un peu ce que ça donne. Donc l'élément principal, le fichier principal, c'est celui-là, c'est celui qui est créé à la racine du projet et qui va en fait définir le web component. Donc comme je l'ai mentionné tout à l'heure, nous n'utilisons pas les HTML imports pour créer les dépendances entre nos modules en fait, mais nous utilisons Require.js et le entre guillemets standard AMD. Pourquoi? Parce que l'écosystème autour de Require.js et notamment la facilité pour construire l'application est quand même beaucoup plus développée aujourd'hui qu'autour des HTML imports. Donc on va importer un certain nombre de choses, notamment la classe widget, qui chez nous hérite de la classe custom element et fournit quelques fonctionnalités supplémentaires. Et donc on va voir, on va dire qu'on enregistre un nouvel élément qui porte comme balise Devox element et qui hérite de HTML element. Donc c'est là où j'aurais pu mettre HTML button element si j'avais voulu hériter d'un bouton. Et bien sûr de notre classe widget de Delight. Donc ensuite, ça importe un certain nombre d'autres choses. Le template, bien sûr, qui est importé ici et passé à la propriété template de mon élément. Donc si on va voir le sous-répertoire Devox Element, on va trouver le template à l'intérieur. Donc bien sûr, il utilise la balise template. Et ensuite, à l'intérieur, il pourrait y avoir n'importe quoi. Nous, en l'occurrence, ici, on a mis une balise H1 et H2 avec le titre de mon composant et sa valeur. Alors, si on regarde, je le mentionnerai peut-être après. Donc, si on retourne sur l'élément, donc on a importé le template. Le simple fait de le mettre dans la propriété va faire qu'il va s'afficher. On importe aussi les NLS, qui sont les fichiers de traduction, en fait.
Et on voit que dans le template, qui utilise la syntaxe handlebar pour faire du binding en fait entre le template et les propriétés de mon élément. Donc on voit que sur mon élément, j'ai une propriété NLS et une propriété value. Et donc dans le template, je peux utiliser ces propriétés pour afficher les valeurs. Donc si je vais dans le répertoire NLS, je vais trouver les messages en anglais à la base, et puis dans un sous-répertoire, les messages en français. Donc bien sûr, je pourrais avoir allemand, espagnol, etc. Mais dans mon cas, on s'est contenté du français. Donc si je retourne sur mon élément, qu'est-ce que j'importe d'autre? J'importe ECMA 402. Donc qu'est-ce que c'est qu'ECMA 402? ECMA 402, c'est une nouvelle spécification d'ECMA qui gère la globalisation en JavaScript. Donc c'est un petit peu la même chose qu'avec les web components, c'est assez récent, ce n'est pas disponible de partout. Et donc, plutôt que d'utiliser la fonctionnalité native dans le navigateur qui risque de ne pas être disponible, j'utilise un shim qui a été importé automatiquement pour moi par le générateur et qui va me permettre de créer des formateurs. Donc là, on voit que par défaut, ça m'a créé une propriété formateur qui contient un formateur de nombre. Mais ça pourrait être un formateur de devise ou un formateur de date, etc. Tout ce qui est sujet à la globalisation. Et enfin, j'importe la style sheet, donc le CSS de mon élément. Donc c'est ça qui c'est assez intéressant parce que autrefois, par exemple, quand on faisait un plugin jQuery, on devait importer le JavaScript d'un côté, importer le CSS de l'autre, et puis si on oubliait le CSS, le plugin risquait de ne pas bien se rendre, etc. Là, on voit, si on regarde l'exemple d'utilisation qui a été généré, que une fois que j'ai importé en fait l'élément, comme je le fais là, je n'ai pas besoin d'importer à part du CSS ou du HTML ou quoi que ce soit. L'élément va se rendre. Donc par exemple, si on regarde dans Firefox, on voit que mon élément a été rendu. Donc il dit le titre est the title. Et si je regarde dans Chrome, eh ben, j'ai the title is the title. La simple raison, c'est que mon Chrome est en anglais et mon Firefox en français. Et donc il a été automatiquement cherché la bonne traduction. Donc si je clique sur click to change the title, il va être changé. Et en fait, on peut voir que dans le code source de mon exemple, eh bien tout simplement, ce que je fais, c'est que je prends mon élément et je lui dis ta nouvelle valeur, eh bien c'est new title. C'est aussi simple que ça. Et le mécanisme de binding va faire en sorte que le nouveau titre va être affiché. Donc là, on a vu le composant qui a été généré par défaut. Donc ça nous génère un certain nombre d'autres choses, notamment des tests qui utilisent le framework de test interne. Et donc si je tourne les tests, je vois bien sûr par défaut ces tests passent. Donc maintenant, on va essayer de modifier un peu l'exemple. Et ce qu'on va essayer de faire rapidement, c'est de créer par exemple un composant qui nous affiche le nombre d'inscrits à Devoxx entre la valeur minimale d'inscrits et la valeur maximale. Donc on va rajouter des propriétés dans notre composant, par exemple la valeur minimale, et puis une valeur maximale. Alors on va dire qu'on est dans un immense endroit et qu'on peut aller voir jusqu'à 50 000 personnes qui viennent. Alors évidemment, la valeur par défaut, c'est maintenant une valeur numérique. Donc je vais modifier mon exemple, bien sûr, pour prendre une valeur numérique également. Alors au départ, on peut mettre qu'il y a 1000 personnes, et puis quand on clique sur le bouton, on va mettre qu'il y a 10 000 personnes. Donc, on va voir que si je prends le template et que je le modifie pour ajouter diverses choses, ça va se répliquer sur l'application. Par exemple, là, je peux dire que je veux afficher la valeur, mais sur le nombre maximum d'inscrits possibles, en fait. Hein. Et évidemment, c'est le problème du live coding. J'ai dû faire une erreur quelque part. Oui, non, c'est pas le bon exemple. Je rechargeais les tests et les tests, bien sûr, ils passent plus puisque j'ai changé mon composant. Donc là, on voit, j'ai modifié le template, ça va me modifier ce qu'affiche l'élément. Et si on regarde dans Firefox, de la même manière, ça va être modifié. Alors, ce qu'on remarque, c'est que le titre a bien été traduit,
Mais le chiffre, par exemple, il affiche 10 000 ici et 10 000 ici, mais il l'affiche sans l'avoir globalisé, puisque en anglais, on est censé avoir un point pour séparer enfin une virgule, pardon, pour séparer les milliers, etc. La raison est que je n'ai pas utilisé le formateur qui est disponible dans mon élément. Et donc, si je me mets à utiliser ce formateur, formateur.format de la valeur, à ce moment-là, alors à la fois pour les deux, je vais avoir correctement les séparateurs qui apparaissent. Et de la même manière, quand je change le titre, ça s'ajuste de manière correcte. Donc on a vu là comment on peut changer le template en fait pour lui faire afficher quelque chose de différent. Et on a vu qu'on peut le rendre globalisable assez facilement en utilisant les fonctionnalités de NLS de Delight et en utilisant ECMA 402 pour le formatting. Maintenant, on a parlé d'accessibilité aussi. Donc pour ça, il va falloir rajouter des choses parce que autant un bouton normal va être, on va dire, reconnu assez facilement par les mécanismes d'accessibilité comme les mécanismes qui lisent l'écran, autant notre composant, c'est un composant complètement inconnu pour tous ces mécanismes. Et donc, il va falloir faire en sorte qu'il soit accessible. Donc, une première chose à faire, c'est de prendre le template et de faire en sorte qu'on puisse accéder à notre composant par la navigation clavier. Donc ça, on peut le faire tout simplement en rajoutant un tab index. Et maintenant, vous voyez qu'il est que je peux y accéder et qu'il a un halo de sélection en fait. Alors, ce qu'on n'a pas encore vu, c'est le CSS. Et donc typiquement là, vous avez un bout de CSS qui va s'appliquer à votre composant en particulier. Donc il utilise la balise du composant pour dire ce composant est en display block, et puis l'enfant de ce composant qui est un H1, eh bien il est en rouge. Alors bien sûr, je pourrais mettre, alors yellow c'est peut-être pas très visible, je pourrais mettre du bleu par exemple. Et là, je vois que mon composant est rafraîchi et s'affiche en bleu. Donc si on parle d'accessibilité, on pourrait vouloir que notre composant, quand il a le focus, eh bien, ce soit vraiment clair que ce soit lui qui est sélectionné. Et donc, on va lui mettre un fond jaune, par exemple. Et donc, du coup, immédiatement, mon composant est rafraîchi et prend le fond jaune quand il est sélectionné et ne le prend pas quand il ne l'est pas. Donc, maintenant que notre composant est accessible au clavier et à la sélection, il va falloir définir un certain nombre de propriétés ARIA pour rendre ce composant intelligible au mécanisme de lecture d'écran. Donc on va dire qu'il a un certain rôle. Donc puisqu'il nous montre le nombre de gens inscrits à Devoxx, on va dire que c'est une sorte de progress bar, donc qui est un des rôles standards disponibles en ARIA. Et on va lui dire que sa valeur minimale, alors on pourrait dire là que la valeur minimale est 0. Ça fonctionnerait. Et on pourrait dire que la valeur, alors c'est min value, et que la valeur maximale, c'est, je ne sais plus, 50 000. Alors on pourrait faire ça, mais ce serait pas très malin, parce qu'on a mis des propriétés sur notre composant. Et donc l'utilisateur peut être amené à changer la propriété maximale, par exemple. Et donc là aussi, on va utiliser le binding, tout simplement, pour faire en sorte... alors c'est pas value, c'est min, pardon, que la valeur minimale soit là et que la valeur maximale soit là. Et ensuite, il faut bien sûr lui donner sa valeur courante, now, je crois que ça s'appelle, qui est la valeur du composant. Et donc là, si je mets en route, alors je ne sais pas si vous entendrez quelque chose, mais on va quand même essayer. Je ne me rappelle jamais quel est le raccourci clavier. Commande F5. Ouais.
Donc j'ai dû me tromper puisqu'il dit indeterminate. Alors, ça veut dire que j'ai fait une erreur quelque part. Aria, ça doit être value max et value min, avec un peu de chance. Avec un peu de chance, ça devrait fonctionner. Voilà. Et donc quand je sélectionne, je ne sais pas si vous entendez, il me dit 2% progress indicator. Parce que il a fait le calcul lui-même, et vu que la valeur minimum c'est 0, la valeur maximum c'est 50 000 et que je suis à 1000, il me dit vous êtes à 2%. Alors bon, c'est intéressant, mais on pourrait imaginer aller un peu plus loin et par exemple faire dire au navigateur une phrase un peu plus intelligible pour le commun des mortels. Et donc par exemple, on peut dire aria value text, je pense que c'est, et lui dire on va aller prendre dans le NLS un autre texte, où on va réutiliser title, on va dire. On va réutiliser title. Et on va changer title pour lui dire the number of attendees is. Et donc là, normalement, sauf que j'ai fait une erreur quelque part, probablement. OK. Alors, NLS title. Voilà, donc si je relance, normalement, voilà, maintenant, il va me donner la valeur réelle. Donc on voit qu'avec Delight, on a été amené à générer assez facilement un composant de base, avec les templates amenés à enrichir ce composant, avec les fonctionnalités de globalisation à le globaliser, et avec le binding notamment à répliquer au niveau de l'accessibilité tout ce qui est nécessaire pour que le composant soit bien reconnu. Et on a vu également la possibilité de changer assez facilement le CSS de l'élément. Donc en 30 minutes, c'est tout ce que j'ai été à même de faire tenir. Il nous reste 3 minutes pour les questions. Voilà, je vous remercie d'être venu et n'hésitez pas à poser des questions maintenant ou plus tard si besoin. Alors au niveau des performances, justement, c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas notamment implémenté le Shadow DOM. Une autre des choses que vous verrez, c'est que nous, le composant, j'en ai pas parlé par manque de temps, mais si vous regardez l'exemple, une fois que vous avez importé le composant, on demande à l'utilisateur d'appeler une méthode de parsing qui va instancier tous les composants. Et tout ça, c'est des petites choses qu'on a fait pour justement réussir à avoir des performances tout à fait correctes par rapport à d'autres implémentations qui cherchent à tout couvrir, mais qui du coup peuvent avoir des problèmes de performance sur des devices ou des browsers un peu anciens. Voilà. Et donc là, honnêtement, en tout cas nous pour l'instant, on n'a pas remarqué de problème de performance particulier. Alors, donc là, j'ai parlé de Delight, qui est notre framework qui permet de créer des web components. Et au-dessus de ça, on a un autre projet qui s'appelle Delightful et qui lui fournit en effet un certain nombre de composants prédéfinis. Peut-être le plus simple, c'est d'aller dessus. Donc vous avez la liste qui est disponible là. Donc c'est une liste, c'est un projet qui est en cours. Donc c'est pas une liste complète, mais disons qu'on a un certain nombre de choses qui permettent de commencer à faire quelque chose avec. Voilà, il vous reste 1 minute pour les autres questions. Donc Delight, en fait, donc c'est un projet open source sous licence BSD qui est principalement développé par IBM.
même si on a quelques contributions externes. En fait, tout ça, c'est né du projet Dojo. On a cherché à créer quelque chose qui était basé sur des technologies un peu plus modernes que Dojo, puisque Dojo a été inventé il y a une dizaine d'années. Et donc c'est parti de là. Donc c'est principalement IBM, mais on a quelques contributeurs externes de petites entreprises. Oui. Le projet ne dépend pas du tout de Dojo, non. C'est non. Voilà. Donc le temps imparti est fini. Maintenant, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir me voir. Et puis je serai demain par là, sur le stand IBM ou dans les couloirs si vous voulez me parler. Je vous remercie.